Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la corrélation qu'il y a entre les expériences aux frontières de la mort et les phénomènes qualifiés de spirites. Il faut savoir que c'est très important pour les personnes qualifiées de malades mentales que la médecine prenne en compte justement le fait que ceux qui vivent des expériences aux frontières de la mort ou ceux qui ont des facultés médiumniques ne sont pas malades mais ont bien des perceptions qui sortent hors du commun. Tout se passe aujourd'hui comme si les faits nouveaux que sont les expériences aux frontières de la mort n'étaient là que pour confirmer l'enseignement spirit déjà reçu, pour démontrer que tout cela est bien réel malgré le discrédit jeté souvent sur ceux-ci. Nous vivons aujourd'hui un moment unique, car de nombreux témoignages d'expériences aux frontières de la mort voient le jour qui viennent confirmer les écrits d'un autre type de phénomènes qui ont eu lieu au XIXe et XXe siècle, et qui se poursuivent toujours à l'heure actuelle, et qui ont conduit à la codification de la philosophie spirit. Ce que la science actuelle est en train de découvrir n'est qu'une partie d'un immense iceberg. En effet, peu de personnes savent que ces phénomènes sont étudiés de longue date et qu'il existe une bibliographie phénoménale à ce sujet. Dans cette littérature se trouve un nombre important de réponses aux questions que le monde scientifique se pose et qu'il devra confirmer ou infirmer à partir de ses recherches. Je suis persuadé que la lecture de certains de ces ouvrages ferait gagner beaucoup de temps à la recherche, mais malheureusement, pour l'heure, ceux-ci sont méconnus, voire ignorés. Actuellement, encore comme par le passé, ceux qui défendent les idées d'une conscience non locale ont souvent à subir le sarcasme d'une certaine catégorie de personnes. C'est la technique. Mais au vu des recherches scientifiques sérieuses menées depuis peu, l'heure semble enfin venir pour que ces faits soient approfondis, étudiés et mis à la disposition de tout un chacun. Depuis environ 2 décennies, les témoignages d'expériences aux frontières de la mort n'ont fait que s'amplifier et fort heureusement ceux-ci intéressent de plus en plus de personnes. Il faut dire que grâce au progrès de la science, de la médecine particulièrement, et des systèmes de réanimation, eh bien, de plus en plus de personnes qui précédemment seraient mortes sont récupérées et peuvent témoigner de ce qu'elles ont vécu. S'il y a peu encore, on ne pouvait pas parler librement de peur d'être montré du doigt ou pire encore, aujourd'hui de plus en plus de personnes osent s'exprimer ouvertement malgré les difficultés rencontrées. Nous nous trouvons aujourd'hui face à des personnes de plus en plus nombreuses qui, ayant vécu ces expériences, sont à la recherche d'explications. Ainsi, aussi bien dans le domaine spirit que dans le domaine des expériences aux frontières de la mort. Et nous allons voir par la suite qu'il y a vraiment un parallèle entre les personnes qui sont, entre guillemets, médiums, mais souvent considérées comme malades mentales, et les personnes qui ont des expériences aux frontières de la mort. Tout comme dans le cas des expériences aux frontières de la mort, nous recevons dans nos centres des personnes qui vivent des perceptions qualifiées de particulières. Tout comme dans le cas des expériences aux frontières de la mort, même la famille souvent ne peut entendre ce que les proches ont vécu. Tout comme dans le cas des expériences aux frontières de la mort, généralement les personnes ne savent pas à qui s'adresser et celles qui consultent leur médecin ne sont pas entendues, ce qui engendre pour elles une souffrance plus grande encore. Tout comme dans le cas des expériences de frontières de la mort, souvent elles se voient prescrire une médication alors que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours nécessaire. J'avais vu il y a quelques mois d'ici un reportage à la télévision d'un témoignage d'un monsieur qui avait frôlé la mort et il avait essayé d'expliquer à son psychiatre ce qui lui était arrivé. Et alors il expliquait que plus il parlait à son psychiatre et plus la liste des médicaments qui lui étaient prescrits s'allongeait. Au travers de mon exposé, je vais me servir de la littérature spirit et plus particulièrement de celle des auteurs cités ci-après pour démontrer que ce que nous découvrons aujourd'hui à travers les expériences aux frontières de la mort et autres phénomènes nouveaux n'est autre chose que la confirmation de ce que d'autres ont vécu et vivent encore au travers d'autres types d'expériences.
Avant d'entrer dans le bref du sujet, dans le vif du sujet, je vous propose donc de survoler quelques-uns des auteurs et ouvrages spirites qui méritent d'être lus et à partir duquel j'ai fait mon exposé. Donc pour ceux qui sont déjà dans l'enseignement spirit, ils connaissent son problème Alan Kardec, mais nous avons aussi Ernest Bozano, dont j'ai repris des exemples ici, William Crookes, le colonel de Rechac, Gabriel Delanne. Je ne vais pas vous citer tous les titres qui sont ici à l'écran, mais ainsi que Léon Denis et le docteur Gelé. À l'évidence, à la lecture de certains de ces titres, vous pouvez déjà entrevoir que la matière ne manque pas pour argumenter d'une part la survivance de notre conscience et d'autre part la communicabilité des esprits, qui ne sont autres que nos chers disparus. À titre d'information, sachez que nous digitalisons les livres qui ne sont plus édités, et il est clair que dans notre société moderne, tout ce qui n'est pas rentable n'est plus édité. Donc nous les digitalisons et nous les mettons à disposition sur l'encyclopédie Spirit, ici. Donc vous avez le lien tout au-dessus à gauche, spirit.net. Mais vous pouvez aussi aller via le site du mouvement Spirit francophone. Et donc tout ça est téléchargeable gratuitement, mais à la disposition donc, de tout un chacun. Les buts principaux de mon exposé sont principalement, premièrement, de tenter de démontrer que les expériences aux frontières de la mort corroborent les faits produits par le monde spirituel et qui ont conduit au XIXe siècle à la codification de l'enseignement spirit. Démontrer la réalité de la survivance et de l'extériorisation de notre conscience, ce qui, dans le vocabulaire moderne, lorsque l'on a affaire à des médecins et des scientifiques ouverts, ils appellent ça conscience non locale. Les autres, à l'heure actuelle, le nient toujours. Et démontrer l'interaction qui existe entre le plan physique et le plan spirituel, l'interaction qui peut intervenir dans le contexte des expériences aux frontières de la mort, mais qui peut aussi intervenir dans le contexte de ce que l'on appelle parfois la schizophrénie. Ce qui implique par voie de conséquence la nécessité d'une prise en compte intégrale de l'être humain et de son environnement, la nécessité d'une prise en compte de ses différentes composantes physiques et spirituelles, et l'impact que cela doit avoir sur le plan thérapeutique. Et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir par la suite si vous vous êtes intéressé sur le sujet, mais à travers un travail spirituel, quelqu'un qui a des perturbations d'ordre médiumnique peut très bien retrouver la santé, alors qu'un traitement médical ne sera pas adéquat. Dans certains cas, les deux sont nécessaires, parce qu'une perturbation spirituelle peut entraîner une maladie pathologique, mais dans d'autres cas, le traitement spirituel sera suffisant. Et donc, faire prendre conscience du nouveau champ d'investigation qui s'ouvre à l'humanité pour mener à bien sa destinée, et les questions fondamentales que nous devons nous poser, ainsi que l'implication que cela doit avoir sur la façon d'envisager notre existence. Avant de commencer la démonstration, je tiens à vous faire remarquer qu'aussi bien pour les phénomènes qualifiés de spirit que dans les expériences aux frontières de la mort, eh bien de très jeunes enfants répètent et voient les mêmes choses que celles vécues par des adultes. Ce qui tend à démontrer, au contraire de ce que certains voudraient dire, qu'il ne s'agit pas du délire de quelques personnes déréglées ou qui correspondrait à l'éducation reçue ou au vécu ou aux croyances, mais bien de fait que nous cherchons à découvrir le mécanisme. Quand vous avez un enfant qui a 2-3 ans, qui sait à peine parler, qui vit l'expérience aux frontières de la mort, ou qui vit aussi des expériences spirituelles, comme je verrai ça par la suite, qui vous relate les mêmes faits que les adultes, vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'il a été éduqué dans un milieu religieux, qu'il a vu des films à la télévision, il y a un ensemble de choses ainsi. Et donc, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous recommande le livre de Mario Beauregard, Du cerveau à Dieu, ou bien Brain Wars, qui est aussi du même auteur. De même, lors de méditation ou d'expériences mystiques, nous relevons aussi le même type de phénomène,
Et là, je peux aussi vous recommander un livre de Daniel Vermeulen qui a étudié les NDE, les expériences mystiques d'hier et d'aujourd'hui. C'est un très gros ouvrage qui détaille vraiment tout un ensemble d'études qui ont été faites auprès de personnes qui ont vécu des expériences aux frontières de la mort et qui sont reprises aussi à partir de la lecture ancienne sur des grands mystiques, tels que Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila et d'autres. Un début de cet exposé est donc de démontrer que les nombreux témoignages vécus et décrits au travers des expériences aux frontières de la mort viennent corroborer les témoignages fournis par le monde spirituel. Je ne rentrerai pas dans tous les détails d'une expérience aux frontières de la mort, je vais juste me contenter d'expliquer les phases principales et de les comparer chaque fois au phénomène spirit qui y correspond. Pour énumérer les différentes étapes, il existe différentes classifications. Je me suis basé principalement sur celle établie par le docteur Raymond Moody et le professeur Kenneth Wings. Il en existe d'autres, mais peu importe, les grandes lignes sont là. Et donc vous avez la sensation subjective d'être mort, une perception de la mort. Nous le verrons dans le cas qui suit. Le sentiment immense de paix, une décorporation, une séparation du corps et de la conscience, donc ce qu'on appelle délocalisation, conscience non locale, entrer dans une région sereine, parfois sombre, puis l'apparition d'un tunnel, rencontre avec des voix ou des présences, des guides ou des parents décédés, examen de sa propre vie, le défilement donc de toute notre existence, des faits importants qui ont eu lieu, avec un bilan, un autobilan de nous-mêmes, vision, perception de son et de musique, entrer dans un monde de lumière et d'amour, perception pour certains de l'aide de lumière, retour dans le corps, la frontière. Et donc, toutes les personnes qui vivent des expériences aux frontières de la mort ne vivent pas ces différentes étapes. Il y en a qui se souviennent d'une ou de l'autre, certaines de plusieurs, certaines de toutes, mais tout le monde n'a pas spécifiquement des perceptions dans tous les domaines repris ici. Avant de poursuivre, il est important de noter que cette expérience transforme généralement la personne qui la vit. C'est ainsi qu'une expérience aux frontières de la mort, pour une partie des personnes, eh bien, n'ont plus peur de la mort. Et elles gardent même un intérêt très important pour la vie, car elles ont le sentiment qu'elles ont quelque chose à accomplir ou à finaliser. On a des témoignages de personnes qui ont voulu se suicider, et puis qui ont vécu une expérience aux frontières de la mort, et après cette tentative de suicide, et leur perception, eh bien, elles ont repris goût à la vie parce qu'elles savent que ça a une raison d'être, que c'est important d'être ici. Et on a une partie aussi qui sont transformées de manière durable et qui ont un dynamisme intérieur complètement différent de ce qu'elles avaient au préalable. Et aussi certaines qui acquièrent des perceptions psy. J'ai appelé ça perception psy parce que c'est ainsi que c'est dénommé par le docteur Pim van Lommel et également Melvin Moore, dont vous avez 2 titres ici à l'écran. Et donc, chose assez particulière, après une expérience comme celle-là, eh bien, elle commence à voir des choses, à entendre des choses, à prédire des choses. Je vous recommande aussi le livre de Nicole Dron, 45 secondes d'éternité, et c'est quelque chose d'assez particulier. Dans ce domaine-là, elle expliquait que elle a fait son NDE, donc Near Death Experience, c'est en anglais, c'est l'expérience aux frontières de la mort en anglais, à 26 ans, et là, dans tout ce qu'elle a vu, qu'elle raconte très bien dans son livre, elle explique qu'on lui a demandé de se taire pendant à peu près 17 ans, elle ne comprenait pas, elle était toute jeune, et donc elle n'a rien dit, et puis à peu près 17 ans après son accident, il y a eu le livre de Raymond Moody qui est sorti, et donc elle a compris qu'il fallait attendre que d'autres ouvertures se fassent pour pouvoir oser parler de ces choses, d'autant plus que même encore aujourd'hui, on ne peut pas parler de ce type d'expérience à n'importe qui. Il y a encore beaucoup, malheureusement, de médecins ou de psychologues, de psychiatres qui refusent cette réalité et les personnes donc sortent encore plus traumatisées face au mur devant lequel elles se trouvent et quelque part elles se renferment sur elles-mêmes. Donc par souci, je n'ai pas repris les différentes étapes pour faire la démonstration, mais je vais donc attirer plus particulièrement l'attention sur l'un ou l'autre témoignage lorsque les points seront en relation avec les expériences aux frontières de la mort.
Ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que les explications reprises ci-après ne sont pas des avis personnels, mais bien des témoignages et informations provenant de ceux que l'on appelle les morts, transmis au travers de ceux qu'on appelle les médiums. Dans d'autres cas, elles proviendront d'expériences personnelles, mais ils font toujours partie de faits et non d'une théorie quelconque. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, on a, nous, appelé médium une personne qui a des perceptions de l'au-delà. Maintenant, Pim Van Lommel ou Melvin Moore parlent de perception psy, ce n'est jamais qu'un problème de vocabulaire, mais ça veut dire la même chose. Donc, comme premier témoignage, j'ai pris un extrait d'Ernest Bozano sur les phénomènes psychiques au moment de la mort. Le premier cas ici est le cas de Madame Botrel, où on retrouve donc 3 éléments d'une expérience aux frontières de la mort. La disparue a vu un ange, elle a entrevu un coin radieux de l'autre monde, et au moment de sa mort, elle a tout à coup aperçu l'esprit de sa mère. Donc ce cas est relaté par les témoignages de la servante, de la couturière, qui était donc au chevet de la malade, et qui est morte en quelques jours avec une extrême lucidité. Et également, nous aurons une partie du témoignage de son mari qui était revenu de la guerre juste avant qu'elle ne reparte de l'autre côté. Voici un extrait. Elle leva les yeux au plafond et disait que c'est beau ce qui m'attend, que Dieu est bon pour moi de me le laisser voir un peu. Mes amis, voici un ange, là, à ma gauche. Ce sont vos prières qui l'ont fait venir, mais c'est curieux, il n'a pas d'aile. Et là, c'est très important de souligner ce fait, c'est que dans la religion dans laquelle elle a été éduquée, on lui parlait que les anges, ils étaient ailés, et ainsi de suite. Or, elle voit ce qu'elle appelle un ange, peut-être un être de lumière ou quelque chose d'agréable à voir, mais il n'a pas d'aile. On ne peut pas dire qu'elle divague ou qu'elle suit l'éducation qu'elle a reçue, puisqu'elle trouve une vision contraire à ce qu'elle s'attendrait à voir normalement. Plus loin, elle nous dit ceci. On nous dit ceci, sa figure devient rayonnante par moments. Elle reste en extase, fixant ses yeux au plafond. « Oh, le ciel, disait-elle, que c'est beau. Voici un ange. Oh, maman, maman. » Nous n'osions pas bouger, alors tellement c'était touchant de lui voir dans tel moment de joie au milieu de tant de souffrance. Puis alors le mari revient. J'arrivais de Pont-Aven à 10h, le mardi. Elle ne pouvait plus parler depuis 5h du matin, mais elle avait sa pleine conscience. À 14h précises, elle dit tout à coup, et d'une voix si claire, si joyeuse, « Maman », et ce fut tout. C'est là ses dernières paroles. Et donc il était important de noter que Mme Botrel a été lucide jusqu'au bout. Ses dernières paroles sont « Maman », comme on verra aussi dans le cas qui suit, ce qui démontre bien qu'on est attendu. Et ce sont des faits qui sont donc relatés aussi au travers des expériences aux frontières de la mort, puisque certains ont la chance de retrouver de l'autre côté, dans ces moments de coma dépassé, un parent, un proche. Généralement, c'est la grand-mère, le grand-père, parce que ses parents souvent les ont encore, et qui viennent leur dire tu ne dois pas rester ici, tu as encore ta vie à poursuivre, tu as encore un travail à faire, donc retourne là-bas. Il est à remarquer aussi que dans certains cas, la médiumnité ou perception qualifiée de psy s'active dans des circonstances particulières, comme lors d'une maladie grave ou d'un choc émotionnel. Donc ici, avec ces expériences aux frontières de la mort, les personnes attrapent des perceptions, mais on retrouve le même phénomène au niveau des personnes qui deviennent médiums. Donc, il n'est pas nécessaire d'être dans le coma pour avoir des perceptions qui vont se développer. La médiumnité peut apparaître, elle apparaît généralement, en fait, quand on est enfant, on a cette médiumnité généralement jusqu'à l'âge d'environ 7 ans. Elle peut réapparaître à la puberté et puis disparaître. Mais j'ai des personnes qui, d'un coup, suite à une maladie grave, sans être dans le coma, soit un choc émotionnel grave, la peur d'un être cher ou d'un accident, sans perte de conscience, vont du coup déclencher les perceptions hors du coma. Le deuxième cas ici, toujours extrait du même livre, c'est une petite fille du nom de Daisy, de l'âge de 10 ans. Ce qui est tout à fait remarquable dans le cas de Daisy, c'est la durée inaccoutumée et la lucidité extraordinaire de ses visions et révélations.
Elle eut le temps de se familiariser avec les merveilles qu'elle voyait de l'autre côté. Voici donc ce que l'on nous dit. Étant tombée gravement malade, elle a eu le pressentiment de sa fin malgré les pronostics favorables du médecin. Donc, si vous vous rappelez précédemment, on a vu que un des phénomènes, c'est que les personnes ont la perception de leur mort. Et ici, les médecins pensent qu'elle va guérir, mais en réalité, elle ne va pas guérir. Elle sait qu'elle va partir. 3 jours avant son décès, elle est devenue clairvoyante. Donc, elle a commencé à voir le monde invisible qui l'entourait. Son entourage le remarqua par la suite d'une citation de la Bible faite par son père. Citation qui fit dire à la malade qu'elle espérait revenir quelquefois les consoler. « Je demanderai à mon frère si la chose est possible », ajouta-t-elle. Il faut savoir donc que son frère était mort quelques mois auparavant d'une maladie. Après quelque temps, elle ajouta « Mon frère dit que la chose est possible et que je pourrai venir quelquefois, mais que vous ne saurez pas que je suis présente. Je serai cependant à vos côtés et pourrai vous parler par la pensée. » Et donc là, elle a déjà une notion de ce qu'est la médiumnité à travers son frère qui est là. Elle est entre 2 états. C'est un peu comme... comment est-ce que je vais dire, exactement comme ceux qui vivent des expériences frontières de la mort, ils sont aussi, là ils ont d'un côté, puis ce n'est lorsqu'ils reviennent de leur coma qu'ils peuvent s'exprimer, mais ici, la vie s'affaiblit, elle est proche de partir de l'autre côté, donc les liens qui la rattachent au corps sont de plus en plus faibles, et donc ces perceptions s'élargissent beaucoup plus largement. Un autre fait important, c'est que 2 jours avant qu'elle ne meure, le directeur de l'école est venu lui rendre visite. Elle lui parla librement de son départ prochain et envoya un extrême adieu à ses compagnes de classe. Et donc, là, elle fait ses adieux. Et on voit qu'elle est calme, sereine, lucide. Et dans mon village, j'ai vécu le même cas. J'ai, il y a quelques années d'ici, une petite fille de 9 ans qui avait la leucémie, qui savait aussi qu'elle allait partir. Eh bien, elle a fait venir, c'est elle qui consolait ses parents, en lui disant que c'était pas grave, puisqu'elle serait simplement de l'autre côté. Elle a aussi fait venir ses copains de classe et ses copines de classe pour leur dire au revoir. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir agir de la sorte. Ici, un autre fait assez important qui montre sa lucidité, sa clairvoyance. Elle nous dit « Avant de s'en aller, le directeur adressa à la malade une phrase biblique plutôt obscure. Et il lui dit « Ma bonne Daisy, lui dit-il, tu es près de passer le grand fleuve ténébreux. » Puis quand il est parti, elle dit à son père « Quelle erreur! Il n'y a pas de fleuve à passer, pas de rideau de séparation. Il n'y a même pas une ligne de distinction entre cette vie et l'autre. » Elle tendit sa main hors des draps, faisant un signe approprié en disant « L'au-delà, c'est l'au-deçà. Je sais que c'est ainsi, puisque je vous vois en même temps que je vois les esprits. » Et donc on retrouve de nouveau, d'une part, une parfaite lucidité. C'est pas quelqu'un qui divague, qui est à l'agonie, c'est quelqu'un qui sait clairement ce qu'elle dit. La preuve en est la suite du témoignage. Ma chère maman, je voudrais que tu puisses voir mon frère, qui se trouve près de moi. Instinctivement, la maman a regardé autour d'elle. Mais Daisy continua. Il dit que tu ne peux pas le voir, parce que tes yeux spirituels sont fermés, et que moi je peux le voir, parce que mon esprit est maintenant lié au corps par un faible lien. Et donc ici, vous avez une représentation que les médiums voyants ont la possibilité de voir. Donc on a notre double invisible, qui est symbolisé ici par la posture debout, relié par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Les médiums qui ont la faculté de voir les esprits savent très bien percevoir ces choses, et lorsque l'amour est effectif, bien ce lien est complètement rompu. Et donc elle est entre les deux, elle est toujours ici parce que le lien n'est pas rompu, mais elle est beaucoup plus libre de percevoir ce qui l'environne, et donc elle voit aussi bien son frère qui est parti il y a quelques mois que le monde matériel dans lequel elle est encore attachée à l'heure actuelle. La maman lui a alors demandé « Il te dit en ce moment ?» « Oui, répond-elle. La maman fait remarquer à Daisy qu'elle ne l'entend pas parler.
Elle sourit en disant « Nous parlons par la pensée ». De nouveau, lors des témoignages aux expériences aux frontières de la mort, il y a toute une conversation qui a lieu soit avec les parents des défunts, soit avec un être de lumière, soit avec l'amour universel, ça dépend des cas. Mais de nouveau, le dialogue se fait par la pensée, pas par le langage articulé, rien du tout. Et on retrouve le même phénomène ici. Autre fait intéressant, à un certain moment, lorsque sa sœur chantait un hymne dans lequel il était question d'Angélé, de nouveau Daisy s'exclama « Oh loulou, c'est marrant, ils n'ont pas d'ailes, comme nous l'a enseigné ». Et on retrouve comme dans le cas précédent, donc un enfant de 10 ans à qui on a appris que les anges avaient des ailes et qui dit de nouveau « Ils n'ont pas d'ailes ». Ce qui démontre aussi qu'elle est clairement lucide, hein, puisqu'elle ne part pas dans la divagation, elle constate des choses et elle dit qu'elles sont de nouveau contraires à ce qu'on lui a enseigné. Alors sa sœur lui dit, mais il faut bien qu'ils en aillent pour voler dans les cieux. Et la gamine lui répond, ils ne volent pas, ils se transportent. Vois-tu, quand je songe à mon frère, il le sent, il est aussitôt à côté. Et là, de nouveau, c'est exactement le même témoignage que dans les expériences aux frontières de la mort. Ceux qui pensent à un proche ou à un enfant, instantanément, ils sont propulsés à l'endroit où le proche vivant ou leur enfant vivant se trouve, et ils voient la situation, ils voient la scène. Et il y a de nombreux témoignages qui relatent des choses assez cocasses dans ce domaine. Donc la pensée suffit pour nous emmener directement à l'endroit où on veut être. Et ici, c'est exactement la même chose. Une autre fois, la maman demande « Comment fais-tu pour voir les anges ?» Elle répondit « Je ne les vois pas toujours, mais quand je les aperçois, on dirait que les parois de la chambre disparaissent et ma vue s'étend à une distance infinie. » Et là, de nouveau, comme dans les expériences aux frontières de la mort, des témoignages de personnes qui, par exemple, sont dans la salle d'opération et puis qui quittent leur corps, le voient du dessus et puis arrivent à voir tout ce qui se passe aux alentours, à l'extérieur, et tout le monde matériel disparaît à leurs yeux, pardon. Un peu comme les rayons X voient à travers notre corps pour aller voir certains organes, eh bien, ces perceptions-là nous permettent de voir au-delà de la matière. Ensuite, elle dit « Avant que n'apparaisse l'aurore de demain, je ne serai plus là. » Le moment venu, elle dit « Papa, l'heure est arrivée, mon frère est venu me chercher. » Avant de partir, elle demanda que l'on chantât. Quelqu'un a voulu appeler sa sœur, mais Daisy remarqua avec vision à distance qu'elle était en train de dormir, donc elle a dit « Ne la dérangez pas, elle dort. » Alors juste au moment où les aiguilles de la pendule marquaient l'heure présagée pour le départ, elle tendit les bras vers le haut en disant « Je viens » et cessa de respirer. Là, c'est vraiment un témoignage qui est assez émouvant. Imaginez-vous, vous êtes là à côté de votre fille, elle vous dit « Je m'en vais » et elle part à l'instant annoncé. C'est quand même assez perturbant. Comme troisième cas, ici je prends le cas d'un petit garçon de 3 ans. Lui, il n'a pas été malade, il est toujours vivant. Et donc il n'est pas nécessaire d'être à l'agonie pour pouvoir avoir des perceptions, il n'est pas nécessaire de faire une expérience aux frontières de la mort pour percevoir des choses. J'ai un jour un monsieur qui me téléphone, catastrophé parce que son fils joue avec un être invisible. Et c'est évident que souvent, les parents, quand ils voient leurs enfants jouer, et qu'ils disent « je joue avec ceci ou avec cela », ils pensent que c'est dans leur imaginaire. Mais ce n'est pas toujours le cas, si même l'imaginaire est assez développé à cet âge-là. Et donc, le monsieur connaissant, je veux dire, la réalité spirituelle, nous contacte et se tracasse. Et puis, il vient à me dire, en conversant un bon moment avec eux, avec le papa, pardon, que tout compte fait, pour moi, il n'y avait aucun danger. Pourquoi? Parce qu'il avait fait l'expérience, son gamin, lui disait qu'il jouait avec un monsieur, et le papa lui demande comment il s'appelle. Et alors le gamin dit, il s'appelle Nicolas. Et alors le monsieur, le papa donc,
Il se dit, bah, c'est mon grand-père, ça. Non, c'est mon père, pardon, le grand-père d'une... Et donc, il est allé chercher une photo qui était décédée. Il est allé chercher une photo de son père chez sa mère, à lui, au papa. Et il a montré à son gamin de 3 ans et il lui a dit, tu connais ce monsieur-là? Il m'a dit, ben oui, c'est Nicolas. Donc là, c'est un témoignage assez extraordinaire parce que le gamin n'avait jamais connu son grand-père, n'avait jamais vu de photo de lui. Il jouait avec sans le savoir. En lui montrant la photo du grand-père, il l'a reconnu. Ce qui démontre bien que ce n'est pas un rêve, une hallucination, ni quoi que ce soit. Et pour terminer, je prendrai le témoignage des esprits souffrants. Donc, les esprits souffrants, ce sont ceux qui sont morts, mais qui restent bloqués dans les plans matériels. Donc ici, on a le phénomène inverse. Ce n'est pas un vivant qui va voir ce qui se passe là-bas, c'est ceux de là-bas qui restent accrochés dans les plans ici, dans les plans matériels. Et ceux qui ont l'occasion de voir, par exemple, le film Le Sixième Sens ou les autres, auront une bonne idée de ce que peut être la situation de ceux qui sont morts et qui ne comprennent pas leur état. Et donc, quand on a ce genre de situation, c'est des réunions spécifiques, on reçoit ces esprits-là de manière à les aider, parce qu'il faut savoir que bon, on a notre vie ici, eux, ils ont leur vie là-bas. Il peut y avoir des contacts par moment, mais s'ils restent bloqués ici parmi nous et qu'ils s'occupent de ce qui se passe ici sur Terre, ce n'est pas normal. Et donc, à travers ça, on peut entrer en contact avec un médium spécifique, qui a une médiumnité spécifique. Et quand on parle avec eux, on arrive à leur faire comprendre leur situation, on arrive à leur faire voir d'autres parents qui sont morts et qui sont prêts à les accueillir. On arrive aussi à leur faire voir, parfois ils ne voient pas de parents proches, donc on arrive à leur faire voir cette fameuse lumière qu'on retrouve aussi dans les expériences aux frontières de la mort, où on arrive à leur faire voir un guide lumineux. Et avec ça, à travers ce travail, alors ils partent avec ce parent, ce guide, cet être lumineux dans leur nouvelle vie, dans leur nouvelle demeure spirituelle, et ils sont libérés. Des exemples comme ceux-là, on pourrait en citer à l'infini, mais donc il y a vraiment une interaction entre là-bas et ici. Et bien souvent, donc, ceux qui vivent des expériences spirituels, psy-médiumniques, ou ceux qui vivent des expériences aux frontières de la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas crus, ne sont pas entendus par la majorité des gens. J'ai parfois des personnes qui viennent, j'ai une dame qui est venue après 20 ans, pendant 20 ans, elle a cherché où elle pouvait parler de cette problématique, et elle a essayé d'en parler à des médecins, on lui donnait des médicaments. Il y a 1 an maintenant, j'ai aussi eu le cas d'une jeune fille, 14 ans. Un soir, les parents téléphone catastrophé. Il était 11 h du soir. Exceptionnellement, j'ai décroché le téléphone parce que j'avais un parent malade. Et donc, les parents étaient catastrophés. Et je l'entendais hurler au téléphone parce qu'elle était vraiment complètement perturbée par ces êtres qui restent bloqués dans les plans matériels. Parce qu'il faut dire en parallèle que les expériences aux frontières de la mort sont généralement positives, mais il y a aussi des expériences aux frontières de la mort négatives, dont on parle moins, mais il y a aussi des personnes qui, dans des comas dépassés, vivent des choses horribles. Donc ici, c'est une fille bien vivante de 14 ans qui était en train de hurler, qui subissait des agressions mentales et physiques avec des douleurs assez atroces. Donc on est allé sur place, quelques-uns. On a fait tout un travail pendant 1 heure ou 2 pour arriver à calmer la situation. Et maintenant, ça fait 1 an qu'elle vient régulièrement chez nous au cours d'études de la philosophie, de la maîtrise de la médiumnité. On pourra en reparler si ça vous intéresse par la suite. Et maintenant, elle commence à aller de mieux en mieux et elle n'a plus de problème. Mais si les parents n'avaient pas eu notre adresse par personne interposée, s'ils avaient appelé la médecine, les ambulances, quoi que ce soit, eh bien, elle était internée, c'est clair. C'est clair. Et il y a beaucoup de personnes qui finissent comme ça internées, alors que dans certains cas, il y a moyen de traiter de manière tout à fait naturelle, sans médicaments, sans rien, à travers un travail spirituel.
En conclusion, il faut savoir que le messager de l'au-delà utilise depuis près de 2 siècles des méthodes variées et multiples pour interpeller l'humanité à d'autres réalités que celles généralement perçues par nos 5 sens. Ce qui est quand même assez paradoxal en notre 20e et 21e siècle, parce que si même avant on ne croyait que ce qu'on voyait, aujourd'hui, grâce aux technologies modernes, on est quand même bien placé pour savoir qu'il existe un tas de choses que l'on ne perçoit pas, mais qui existent. Il suffit de voir ici autour de nous à l'heure actuelle combien de communications GSM sont en train de passer, combien d'émissions radio sont en train de passer, combien d'émissions de télévision sont en train de passer. Si on n'a pas le récepteur pour, ben, ça passe autour de nous, on ne sait pas le capter. Eh bien, les personnes qui ont des facultés hors de la normale ont cette possibilité justement de capter certaines choses que, à l'état naturel, on ne peut pas capter. En réalité, la corrélation qui existe entre les expériences aux frontières de la mort et les phénomènes qualifiés de spirites, c'est-à-dire appartenant au domaine de l'esprit en tant que partie indépendante de notre être et survivant à la mort de notre corps physique, n'est, comme je l'ai dit précédemment, que la partie émergée d'un immense iceberg. Les expériences aux frontières de la mort ne sont qu'un des moyens que le monde invisible met à notre disposition pour tenter de prouver la survivance de notre conscience. Et là, autant pendant, je veux dire, des siècles, des millénaires, la religion a eu un pouvoir absolu et a été à des extrêmes qui ont fait qu'il y a eu un rejet, puis la science est née progressivement, la science moderne est née, et il y a eu une scission qui s'est créée entre la science et la religion. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut arriver à réconcilier les deux et savoir comprendre que si même la science a besoin d'exister et va encore nous apporter énormément de choses, il ne faut pas rejeter pour ça cette réalité spirituelle qui nous dépasse encore à l'heure actuelle, mais qui existe bel et bien. Il est à espérer qu'un jour on aura des moyens techniques pour arriver à mieux percevoir encore l'invisible qu'aujourd'hui. Le spectre de nos 5 sens au niveau des ondes qui existent dans l'univers et des fréquences vibratoires qui existent dans l'univers est très limité par rapport à tout le champ qui nous entoure. Et donc, à partir de ces constatations, un ensemble de questions sont importantes de se poser. Que sommes-nous? Quelle place avons-nous dans l'univers? Quel est notre devenir? Que devient notre conscience à la mort de notre corps physique? Autant de questions qui devront tôt ou tard trouver leur réponse, car elles sont fondamentales. Je me permets d'insister, comme le font ces messagers de l'au-delà, nos amis. Les phénomènes de quelque nature qu'ils soient n'ont d'autre but que de tenter de prouver que nous sommes des êtres immortels, parcelles de conscience en évolution émanant de la conscience universelle que certains appellent Dieu, qui devons, par notre propre travail, nous améliorer pour atteindre un jour d'autres horizons que le plan matériel dans lequel nous sommes quelque part enfermés actuellement. Je pense que la majorité des personnes qui sont ici est convaincue que notre vie, notre conscience ne commence pas à la naissance pour disparaître à la mort à tout jamais. Celui qui a bien compris que sa vie n'est pas limitée à quelques décennies est tout naturellement amené à s'interroger, à envisager l'existence sous un autre angle. Cette prise de conscience lui ouvre d'autres horizons jusque-là insoupçonnés. Le monde spirituel qui nous entoure nous a transmis un enseignement sans précédent repris dans la philosophie spirite codifiée par Allan Kardec. La majorité des questions existentielles que l'homme se pose trouvent leur réponse dans cet enseignement et plus particulièrement dans le livre des esprits. Il nous explique, entre autres, l'interaction qu'il existe entre les vivants et ceux que l'on appelle les morts. Interaction qui, comme nous venons de le voir, peut dans certains cas avoir lieu lors d'expériences aux frontières de la mort. Cet enseignement s'est poursuivi au XXe siècle au travers des œuvres de Chico Xavier, un médium brésilien qui nous a quittés il y a quelques années maintenant, à travers l'esprit d'André Luiz. Et donc, ici vous avez un certain nombre de livres qui ont été dictés par le monde spirituel,
Autant Alan Kardec nous a apporté la base, un peu comme on dirait l'école gardienne ou l'école primaire, autant à André Louis ça a été plus loin et a poursuivi l'œuvre qui avait été commencée précédemment. Il nous apporte un certain nombre d'enseignements qui, pour certains, ont déjà été vérifiés et d'autres restent encore à vérifier et à découvrir par la science moderne. La connaissance de cet enseignement implique par voie de conséquence une prise en compte intégrale de l'être humain et de son environnement, en tenant compte de ses différentes composantes, physiques et spirituelles. Il nous fait prendre conscience du nouveau champ d'investigation qui s'ouvre à l'homme pour mener à bien sa destinée. Pour mieux vous permettre d'appréhender notre devenir, je me permets de vous lire un bref extrait du livre « Le problème de l'être et de la destinée » de Léon Denis, que l'on appelle le poète du spiritisme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire ces livres, parce que c'est un livre déjà ancien, mais qui vaut vraiment la peine. Et donc je vous cite ici un bref extrait. « La vie est une vibration immense. » Je pense que la science moderne ne va pas me contredire, ne va pas le contredire. Donc la vie est une vibration immense qui emplit l'univers et dont le foyer est Dieu, ou conscience universelle. Chaque âme, étincelle détachée du foyer divin, devient à son tour un foyer de vibrations qui varieront, augmenteront d'amplitude et d'intensité, suivant le degré d'élévation de l'être. L'âme, c'est le principe de l'intelligence et de la vie en nous. Essence mystérieuse, elle échappe à l'analyse, comme tout ce qui émane de l'absolu. Créée par amour, créée pour aimer, si chétive qu'elle peut être enfermée dans une forme restreinte et fragile, si grande que d'un élan de la pensée, elle embrasse l'infini. L'âme est une parcelle de l'essence divine projetée dans le monde matériel. Je m'arrête là pour la description, mais je vous invite vraiment à lire ce livre parce qu'il est extraordinaire. Cette vision que dit cette réalité n'est-elle pas bien plus extraordinaire et motivante que la vision matérialiste qui nous réduit à un assemblage de molécules destinées à disparaître à tout jamais? À partir de ce bref exposé, vous pouvez constater qu'il existe bien un lien entre les perceptions médiumniques ou psy et les expériences aux frontières de la mort. En effet, nous savons maintenant, grâce à différentes études, dont la plus étendue est celle du docteur Pim van Lommel, que des personnes ayant vécu une expérience aux frontières de la mort acquièrent des perceptions que l'on pourrait qualifier de paranormales ou psy. Il apparaît donc que dans certains cas, quelque chose se passe au niveau de notre cerveau, ouvrant, pourrait-on dire, une porte vers une autre réalité. De son côté, l'enseignement spirit nous apprend qu'il existe différentes étapes dans le développement biologique et spirituel et sensitif de l'homme, pour ne pas dire de la femme, puisqu'il faut savoir qu'en majorité, ce sont les dames qui sont médiums. Il semble donc que dans certaines conditions, la biologie de notre cerveau subit des changements pouvant élargir le champ de nos perceptions. Le docteur Sergio Filipe de Oliveira a d'ailleurs émis une théorie selon laquelle la glande pinéale, indépendamment de ses fonctions biologiques connues, serait un émetteur-récepteur d'un niveau subtil qui échappe actuellement au champ d'investigation de l'homme. Cela reste bien sûr à confirmer. À partir de ces constatations, de nombreuses interrogations surgissent, auxquelles le monde scientifique devra répondre en menant de longues et sérieuses investigations. Je suis d'ailleurs heureux de voir que de plus en plus de médecins et de scientifiques se penchent sérieusement et objectivement sur le fonctionnement et la nature de notre conscience, car je suis convaincu que ces recherches ne feront que confirmer les recherches précédentes qui ont abouti à la codification de l'enseignement spirit. Dans le cadre de ces investigations, la science devra notamment répondre aux questions suivantes. S'il est démontré que notre conscience est non locale, donc si elle peut quitter notre corps, peut-elle continuer à exister indépendamment de notre corps physique? Autrement dit, survit-elle à la mort de celui-ci? Notre conscience ne fait-elle qu'un seul passage dans un corps de chair et d'os ou en fait-elle plusieurs? Les personnes considérées comme malades mentales relèvent-elles toutes de la pathologie ou bien certaines ont-elles simplement des perceptions d'un autre niveau que d'autres n'ont pas? Si tel est le cas, les thérapies actuelles sont-elles adaptées pour ce type de personnes?
Si la science venait bien à confirmer la survivance de notre conscience, le nombre de questions que nous devrons nous poser seront encore plus vastes encore, car ces découvertes n'impliquent pas uniquement le domaine des soins de santé, mais tout notre système de valeurs actuel et le mode de fonctionnement de notre société. En effet, si la réalité est telle que nous le pensons, nous spirites, il devient plus que jamais évident que nous devons bâtir une société au service de l'humanité et non une société qui profite à quelques-uns au détriment de l'ensemble. Mais cela est une autre histoire qu'il appartiendra à l'homme tôt ou tard d'écrire. Je vous remercie pour votre attention.